Imagine, tu te réveilles un matin, tu allumes ton téléphone et les notifications explosent. Le pétrole vient de dépasser les 116 dollars le baril, le détroit d'Ormuz est bloqué et quelque part dans le désert saoudien, un des yeux les plus puissants de l'armée américaine vient d'être arraché. Pas métaphoriquement, littéralement, la queue de l'avion arrachée, le dôme radar couché dans la poussière. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une simulation, c'est le 30 mars 2026 et le monde vient peut-être de franchir une ligne qu'il ne pourra plus effacer. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter quelques semaines en arrière. Depuis le début de l'année 2026, Israël et les États-Unis ont lancé ce que les analystes militaires appellent discrètement une campagne de dégradation contre l'Iran, des frappes ciblées, des assassinats chirurgicaux, des infrastructures militaires iraniennes touchées une par une avec un objectif affiché, forcer Téhéran à négocier, à renoncer au nucléaire, à rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que le détroit d'Ormuz, c'est la veine jugulaire de l'économie mondiale, un couloir maritime de 33 km de large entre l'Iran et Oman par lequel transite 20% du pétrole mondial, et si ce détroit ferme vraiment, l'Europe tremble, l'Asie tremble et l'Amérique commence à s'inquiéter. Et l'Iran le sait, c'est leur carte maîtresse, leur arme ultime qui ne tire pas une seule balle, mais qui peut mettre à genoux des économies entières. Alors, depuis plusieurs semaines, l'Iran a fait quelque chose de redoutable. Il a miné le détroit, posé des mines sous-marines, déployé des embarcations rapides, des gardiens de la Révolution, et rendu cette voie maritime quasi infranchissable. Et l'homme derrière cette opération s'appelait Alireza Tangsiri, commandant de la marine des gardiens de la Révolution islamique, un homme discret, peu connu du grand public, mais dont le nom faisait froid dans le dos dans les cercles militaires. La semaine dernière, Israël a annoncé l'avoir tué, l'Iran vient de confirmer sa mort, et au lieu de reculer, les gardiens de la Révolution ont publié un communiqué glacial. Nous sommes habitués à de telles pertes. Les opérations continuent. Voilà où on en est. Et c'est là que la situation devient vraiment inquiétante. Pendant des décennies, la doctrine américaine dans cette région reposait sur une certitude, la supériorité technologique. Les États-Unis voyaient tout, entendaient tout, contrôlaient tout. Leurs satellites, leurs drones, leurs avions de surveillance quadrillaient le Moyen-Orient comme un filet invisible, et au cœur de ce filet se trouvait une machine extraordinaire. Le E-3 Sentry, l'AWACS, un Boeing 707 modifié équipé d'un dôme radar rotatif de 9 mètres de diamètre, un œil dans le ciel capable de surveiller 120 000 miles carrés en une seule rotation, du sol jusqu'à la stratosphère, un avion qui voit les menaces avant qu'elles n'arrivent, qui guide les chasseurs, protège les soldats au sol, coordonne les attaques et les défenses en temps réel. Et vendredi soir, lors d'une frappe iranienne sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, un de ces avions a été détruit. Les images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux durant le week-end. CNN les a géolocalisées, comparées à des images satellites du 11 mars qui montraient l'un le 3, intact au même endroit. La conclusion est sans appel, c'est bien lui, la queue arrachée, le dôme au sol, et le colonel Cedric Layton, ancien pilote de l'US Air Force et analyste militaire, l'a dit, sans détour. C'est un coup dur pour les capacités de surveillance américaines. Un coup dur. Pense à ce que ça signifie concrètement. Les États-Unis n'ont que 17 avions, E3 dans leur flotte, 17, pour surveiller l'ensemble des théâtres d'opérations américains dans le monde. En perdre un, c'est perdre des centaines de millions de dollars d'équipement, mais surtout c'est créer un angle mort, une zone que personne ne surveille plus, et dans ce type de conflit, un angle mort peut coûter des vies, mais il y a quelque chose d'encore plus grave que l'avion lui-même. L'Iran vient de prouver qu'il peut toucher ce qu'il vise. Il faut maintenant nommer les joueurs sur cet échiquier, parce que chacun d'eux joue une partie différente, avec des objectifs différents et des lignes rouges différentes. Donald Trump, le président américain, a déclaré ce lundi avec la brutalité qui le caractérise que les États-Unis pourraient faire sauter et anéantir complètement les centrales électriques et les puits de pétrole iraniens si aucun accord n'est conclu, et en même temps, Trump affirmait qu'il était en bonne voie vers un accord, que l'Iran avait accepté la plupart des 15 points de la liste américaine. Ce qui amène à l'acteur suivant, l'Iran, parce que Téhéran a répondu dans les heures qui ont suivi, et sa réponse a été cinglante. Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a qualifié les exigences américaines de largement excessives, irréalistes et déraisonnables. Il a ajouté qu'il n'y a aucune négociation directe entre l'Iran
et les États-Unis, que les messages ne passent que par des intermédiaires. En clair, Trump ment ou exagère, ou les deux, mais l'Iran n'a pas dit « nous ne négocierons jamais ». Il a dit « vos demandes sont irréalistes », ce qui, en langage diplomatique, signifie « la porte n'est pas fermée, mais pas à ces conditions ». Israël, lui, est l'acteur le plus offensif. C'est Israël qui a tué Tangziri, c'est Israël qui, avec les États-Unis, a frappé un orphelinat à Téhéran, au moins 2 personnes tuées selon les médias d'État iraniens, dans une frappe qui soulève des questions morales et stratégiques profondes. Est-ce que ces frappes affaiblissent vraiment l'Iran ou est-ce qu'elles radicalisent une population et renforcent la légitimité d'un régime que ses propres citoyens contestaient il y a encore quelques mois? Le Pakistan, lui, est l'acteur surprise. Islamabad a déclaré ce week-end être prêt à accueillir et faciliter des pourparlers entre Washington et Téhéran. Une réunion à 4 nations s'est tenue dans la capitale pakistanaise, mais l'Iran a précisé qu'il n'avait pas souscrit à ce cadre. Encore une fois, les signaux se contredisent de toutes parts. Et il y a un acteur qu'on oublie souvent de nommer, l'Arabie saoudite, dont la base aérienne Prince Sultan vient d'être frappée, dont le territoire abrite les soldats américains qui y ont été blessés, coincé entre sa dépendance au parapluie sécuritaire américain et sa proximité géographique avec un Iran qui démontre, frappe après frappe, qu'il peut les atteindre. Parlons maintenant des conséquences, parce que les dominos sont alignés d'une façon que peu de gens ont eu le temps d'analyser. Les prix du pétrole ont dépassé 116 $ le baril ce lundi, en une seule journée, après une seule déclaration de Trump. Imagine ce qui se passe si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant 2 semaines, un mois. Des compagnies aériennes en faillite, des chaînes logistiques mondiales fracturées, l'inflation qui repart, des pays d'Afrique et d'Asie déjà fragiles, poussés vers des crises alimentaires. La guerre ne se gagne pas seulement avec des bombes, elle se gagne ou se perd avec des chiffres. La destruction de l'AWACS crée un angle mort militaire réel dans un espace aérien aussi dense et conflictuel que le Golfe Persique. Cette perte de coordination peut rapidement devenir catastrophique. Un chasseur mal guidé, un signal manqué, une menace détectée trop tard, et on passe d'une guerre contrôlée à une guerre qui s'emballe. Et puis il y a la crédibilité américaine. Les États-Unis ont dépensé des décennies à construire une réputation de puissance inattaquable dans cette région, des bases militaires au Qatar, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, des porte-avions dans le Golfe, des milliers de soldats. Et pourtant, l'Iran vient de détruire un de leurs avions de surveillance les plus stratégiques sur le sol d'un allié américain, sans que les systèmes de défense n'aient pu l'empêcher. Et ce message n'est pas destiné qu'aux Américains, il est destiné à tous les alliés régionaux qui observent. Le message dit « Nous pouvons vous atteindre, même sous protection américaine ». Et il y a le mot qu'on évite de prononcer, le nucléaire. L'Iran est, selon plusieurs évaluations d'experts, à quelques semaines ou quelques mois de pouvoir assembler une arme nucléaire si ses dirigeants en prenaient la décision. Et si les frappes continuent, si le régime se sent acculé, si les pertes s'accumulent, la tentation de franchir ce seuil comme ultime carte de dissuasion devient réelle. Et là, on ne parle plus de puits de pétrole ou d'AWACS. Maintenant, voilà ce que personne ne dit vraiment. La révélation que change tout. L'Iran n'a pas perdu. L'Iran est en train de gagner. Pas militairement. Ses pertes sont réelles, son commandant naval est mort, ses infrastructures sont endommagées, mais stratégiquement, l'Iran est en train d'atteindre exactement ce qu'il cherchait depuis des années, parce que pendant des décennies, l'Iran a tenté d'établir une équation simple dans la tête des décideurs occidentaux. Si vous nous attaquez, le monde paye. Mais les Occidentaux ne l'avaient jamais vraiment cru. Ils pensaient qu'au moment fatidique, l'Iran reculerait, que la pression économique les briserait, que le régime s'effondrerait de l'intérieur. Eh bien non, le détroit est débloqué, le pétrole est à 116 $, un AWACS américain est détruit, et l'Iran dit encore « vos conditions sont irréalistes ». L'Iran est en train de normaliser une nouvelle réalité, celle dans laquelle ils peuvent frapper des intérêts américains directs, tuer leur propre commandant sans fléchir et continuer à tenir le commerce mondial en otage. Et chaque jour qui passe, sans accord, les renforce. Parce que chaque jour qui passe, le monde voit que les menaces de Trump n'ont pas suffi, que les bombardements n'ont pas suffi. L'autre révélation, c'est la liste des 15 points de Trump. Les analystes qui ont pu en consulter des éléments décrivent des exigences extraordinairement larges. Abandon du programme nucléaire, retrait du soutien aux groupes armés régionaux, réouverture du détroit, reconnaissance d'Israël. En clair, les États-Unis demandent à l'Iran de cesser d'exister telle qu'elle existe, de renoncer à tout ce qui constitue sa politique étrangère depuis 1979, de se coucher, et aucun régime, quel qu'il soit, ne peut accepter cela publiquement. C'est le paradoxe tragique de cette guerre.
Les deux camps ont besoin d'un accord et aucun des deux ne peut en signer un. Alors, où va-t-on? Il y a trois scénarios sur la table. Le premier, le plus probable à court terme, un accord minimal, pas les 15 points, pas la reddition de l'Iran, mais une formule floue, négociée par des intermédiaires, qui permet à Trump de dire qu'il a gagné et à l'Iran de dire qu'il n'a pas cédé. Le détroit s'ouvre progressivement, le pétrole redescend et cette guerre reste officiellement sans vainqueur. Le deuxième scénario, l'escalade continue, Trump passe à l'acte et frappe les infrastructures énergétiques iraniennes. Téhéran répond en minant encore davantage le détroit, en lançant des missiles sur des bases américaines supplémentaires, peut-être en ciblant des porte-avions, et on glisse vers quelque chose qui ressemble à une guerre régionale totale, avec des conséquences économiques que personne n'est en mesure de calculer aujourd'hui. Le troisième scénario, le plus noir, l'Iran décide que sa survie passe par la dissuasion nucléaire, passe une bombe lancée, ça tout le monde sait que ce serait suicidaire, mais une démonstration, un test, un signal ultime. Touchez-nous encore, et la prochaine fois nous avons quelque chose de différent. C'est le scénario que tout le monde travaille à éviter, mais c'est aussi le scénario que chaque escalade rend un peu plus probable. Le ciel au-dessus du golfe Persique était différent ce soir. Il y a quelques semaines, un œil géant tournait là-haut, invisible, silencieux, omniscient. L'E3 Sentry qui voyait tout, guidait tout, protégeait tout. Cet œil est maintenant dans la poussière du désert saoudien, la queue arrachée, le dôme immobile, et dans ce ciel soudainement plus aveugle, des missiles voyagent dans des directions que personne ne surveille complètement. Nous vivons dans un monde où les détroits de 33 km commandent le destin de milliards de personnes, où un avion abattu dans le désert peut laisser des soldats sans protection à des milliers de kilomètres de chez eux, où les négociateurs, les généraux et les présidents jouent aux échecs avec notre quotidien. La question n'est pas de savoir qui va gagner cette guerre. La question est de savoir si quelqu'un va avoir la lucidité de l'arrêter. Si cette analyse t'a appris quelque chose, partage cette vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'un accord est encore possible?